Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous venons de célébrer la fin du mois de Ramadan, qui est ce mois au cours duquel les musulmans ont passé tout un mois complet à adorer le Seigneur. Ça s'est achevé sur la fête d'un dimanche, qui est aussi le jour de prière pour les chrétiens. Ça donc nous montre la cohésion totale entre les deux groupes religieux, car c'est le même Dieu que les deux groupes religieux adorent. Mais néanmoins, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain sensible à la justice, je suis un peu très triste, pas un peu, et je suis dépassé. Pourquoi je le dis? Ces derniers temps, on suit beaucoup une actualité qui est nouvelle maintenant, mais dont les racines remontent aux années 2009, déjà 2010. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ces fameux procès qui ont cours, pas des procès, mais des saisies de biens mal acquis, surtout sur le territoire français, des biens mal acquis par des dirigeants ou des proches de dirigeants politiques du monde africain. Car nous n'avons aucun bien mal acquis saisi en ce moment-là, maintenant là, de ceux qui sont en Occident ou en Asie. J'ai essayé d'abord de me concentrer sur le cas qui nous concerne actuellement, qui a un procès ouvert, que le cas du vice-président de la Guinée équatoriale. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'était pas lui seul qui était dans l'affaire et que aussi la fille du président centrafricain, Denis Sassou Nguesso, et son gendre ont aussi eu leurs biens saisis et que le président Sassou Nguesso a donc dépêché un avocat pour défendre son dossier et faire débouter l'affaire. Pendant que je regardais ce dossier, je tombe aussi sur le cas de la Tunisie et je compare les trois que j'ai sous la main. C'est ce qui me fait mal au cœur. La Tunisie, c'est vrai, colonie française, indépendante, qui a un président et qui a réussi à garder une monnaie locale, donc qui n'est pas dans une zone CFA et donc qui n'est pas traité de la même manière que les pays de la zone CFA. On va découvrir pourquoi, ou on va essayer de comprendre pourquoi. Les deux premiers cas que je viens de citer, c'est-à-dire le cas de la République centrafricaine et puis le cas de la Guinée équatoriale, ce sont des ONG, des journalistes qui se permettent de faire, d'après ce qu'ils nous disent, des enquêtes accompagnées de certains citoyens de certains pays qui ne sont même pas ressortissants de la Guinée équatoriale pour décider que les biens qui sont acquis là ont été acquis avec de l'argent du contribuable. Mais dans le cas de la Tunisie, c'est la Tunisie elle-même, en tant qu'État, qui a délégué des juges pour essayer de retracer la fortune de Ben Ali et de sa femme, et de la famille Trabelsi. Ils ont réussi à récupérer quelques argent à gauche à droite, surtout au Liban, de yachts et autres. Ils n'ont pas encore pu mettre la main sur la grande partie de sa fortune. On voit donc bien que dans ce cas-ci, de bien mal acquis, il y a deux poids, deux mesures. Les pays africains au sud du Sahara, les Africains, pas les Africains arabes, pas les Maghrébins, les Africains, on les traite comme des vulgaires vagabonds. Ce n'est pas les États africains qui poursuivent quelqu'un du gouvernement ou de l'État pour des biens mal acquis, mais ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec l'État même en question, qui se lèvent et mènent des enquêtes, trouvent que la personne a détenu l'argent du peuple et dépose une requête devant un tribunal. Et le tribunal ne fait aucune enquête réellement, commence à saisir les biens qui sont cités par l'ONG en vue de procéder à leur vente et on ne sait pas où on met l'argent après. Je vais prendre le cas de la Guinée équatoriale pour commencer. Ça me fait mal pour ce pays. Très mal. Ce qui arrive à la Guinée équatoriale est lié à deux choses principales. La première chose est leur propre faute, eux-mêmes, les Équato-Guinéens. Pourquoi? Voilà une colonie
qui était une colonie portugaise qui a eu son indépendance en 68, si je ne me trompe pas, et qui a eu d'abord une première monnaie qui avait un nom, de 68 à 75, après qu'il y a eu une autre monnaie de 75 à 85, et qui, je ne sais pas quelle magie, décide de rentrer dans la zone CFA. C'est la première erreur. Je ne sais pas qui les a conseillés de rentrer dans la zone CFA, mais ils auraient dû eux-mêmes lire le sigle CFA et savoir que ça signifie, la zone CFA signifie la zone des colonies françaises d'Afrique. Qui fait que c'est la France, par son trésor et son ministère des Finances, qui gère les avoirs publics de ceux qui sont membres du CFA, que ce soit les pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique occidentale et des Comores. Dès lors que tes avoirs publics sont gérés par le trésor français, tu es donc soumis au régime de gestion du trésor français. L'argent qu'on dit que le vice-président a détourné pour acheter des biens ne lui appartient pas, ça appartient à la France. Parce qu'ils auraient dû comprendre eux-mêmes en rentrant le CFA. C'est un choix qu'ils ont fait, ils doivent en assumer les conséquences. C'est la raison pour laquelle il est difficile au parquet français de poursuivre le cas de la Tunisie. Parce que la Tunisie n'a aucun lien de coopération de ce genre avec la France. Donc c'est seul l'État de Tunisie qui peut ouvrir une enquête sur la famille déchue de Ben Ali et récupérer l'argent. Alors que dans le cas de la Centrafrique et de la Guinée équatoriale, je vous le dis, c'est une personne, un Gabonais, qui a pris le relais d'un groupe de Congolais qui se plaignent que au Congo-Brazzaville plutôt, mettons au Congo-Brazzaville, leur président et sa famille détournent l'argent. C'est grave. L'ONG qui a pris l'affaire en premier n'a pas réussi à envoyer l'affaire plus loin que le juge d'instruction qui n'a même pas compris quelle était la motivation de cet individu qui s'est allié à eux pour poursuivre un pays. Néanmoins, cette juge d'instruction a transmis l'affaire en cour de cassation et ça a été rendu décision annulée. Ils retournent maintenant saisir le plus grand groupe, d'après eux, qui est capable de les aider, qui est Transparency International. C'est quoi ce groupe? Ce groupe a été créé par un certain Allemand, Peter Guerin, si je ne me trompe pas, en 1993, quand il a quitté ses fonctions de directeur régional pour l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique latine contre la Banque mondiale. Et oui, la Banque mondiale et le FMI sont les plus grands corrupteurs au monde. Donc, un fonctionnaire qui est habitué à faire la corruption décide, après sa retraite ou son retrait de ce poste, de commencer à traquer les corrupteurs du monde entier. De qui il tient son pouvoir de traquer, on ne nous dit jamais. On dit seulement que c'est une ONG, mais on se rend compte que cette ONG a le pouvoir de traquer des gouvernements ou des présidents en exercice sur la gestion des biens mal acquis. Dans tous les pays du monde entier, il y a des escrocs. Il y a la corruption sur toute la surface de la terre. Aucun pays n'en est épargné. Aucun. La différence, c'est dans le pouvoir que chaque pays a de dire que pour lui, c'est un bonus et non une corruption, c'est tout. Sinon, c'est le même langage. Quand Sassou Nguesso a été poursuivi, l'enquête préliminaire a démontré qu'il a eu des connivences avec Dominique Strauss-Kahn, qui est encore directeur de la Banque mondiale, pour une affaire de 5 millions de dollars. Lui, son nom a été retiré. C'est là que sa fille et son gendre ont été mis dans la liste à sa place. Vous voyez comment l'engrenage est. Transparency International est donc capable de faire juger, de faire saisir un patrimoine public d'un État. Pourquoi est-il possible à une ONG de se placer au-dessus des entités gouvernementales qui justement sont les gérants du bien public? Ce ne sont pas les ONG qui cherchent les fonds pour les pays pour fonctionner, mais c'est eux qui veulent juger les pays
pour la façon de gérer leurs fonds. Ceux-mêmes qui prêtent l'argent aux Africains pour gérer ne regardent même pas dans l'argent qu'il y a à gérer. Comme je l'ai dit, ils sont tous corrupteurs et corrompus. Analysons la chose en détail. Le procès de Obiang, Théodorin Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, n'a pas encore commencé les débats sur le plan de la justice. Que déjà, les voitures de luxe ont déjà été vendues sous prétexte que les voitures perdent de la valeur quand elles sont stockées. Donc, l'État français a déjà vendu les voitures avant même qu'on ne fasse le procès. La tristesse vient du fait que ceci a été possible parce que nous-mêmes, on n'a jamais montré aux Européens qu'on était des êtres humains. Pourquoi ils n'ont pas fait saisir les biens de Ben Ali sans en référer à l'État tunisien par l'ONG? Et ça et là, c'est l'État tunisien qui cherche à récupérer les biens de Ben Ali. On voit donc bien que la façon dont on traite les pays dépend de ton niveau d'indépendance réelle que toi-même tu as et non de ce qu'on t'a donné comme indépendance. La Guinée équatoriale est rentrée dans un système esclavagiste. C'est maintenant qu'ils le découvrent. Nos présidents pensaient que être dans le CFA les rendait impunis des crimes qu'ils commettaient. C'est maintenant qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas d'amis en France, mais des intérêts. Car ces maisons qu'ils ont achetées, on connaît la procédure en France, pour acheter une maison, il faut avoir un notaire. Et le notaire est censé, selon la loi française, est censé vérifier la source de l'argent pour éviter les blanchiments d'argent. Donc, quand le notaire valide une transaction financière pour un bâtiment, c'est considéré qu'il a regardé la source de l'argent et qu'il a certifié que l'argent vient d'une source propre. Pourquoi maintenant qu'on se dit ou on pense que l'argent n'a pas été bien acquis, on n'est pas capable de nous amener les notaires qui ont attesté de la perfection de la transaction. Mais on préfère commencer à liquider les affaires avant même le procès. Deuxième chose, ces bâtiments qui ont été achetés avec cet argent d'après Eusal, mal acquis, les personnes paient des impôts à l'État français. L'État français réclame à ceux qui sont imposés la source de leurs revenus pour imposer. Cela veut donc dire que on est rentré dans un nouveau schéma en France où, je vais dire la vérité, la France vient de voter un président qui est à la recherche de sous pour supprimer toutes les allocations et tous les biens qu'il faisait au peuple français, comme les RSI. Ce qu'ils ont trouvé comme moyen actuellement, c'est de mettre la main sur des patrimoines que eux-mêmes ils savent depuis des décennies mal acquis. Car Omar Bongo, il a décédé en 2009. Donc, ce qu'il a acquis en France depuis les années 80. On ne parle même pas de Bouffo-Boigny. On a mis à un moment donné 200 sur la liste, mais comme il n'est pas du CFA, on l'a retiré. On a mis à un moment donné, il y a des masses, c'est pas que c'est passé, son nom a été retiré, ainsi de suite. C'est pour dire que les présidents les plus vulnérables, qui ont trop de cadeaux dans leur placard, sont aujourd'hui dans un système de chantage sur des biens qu'ils ont achetés en Europe depuis très longtemps et que la France veut récupérer pour renflouer ces caisses qui sont déficitaires. C'est maintenant qu'ils vont comprendre qu'ils n'ont aucun ami en France. Égard à un qui va dire non à ce genre de procès, il risque même de quitter son pouvoir s'il ne fait pas attention. L'État français est en crise économique. Le monde entier le sait, sauf nos présidents qui pensent que c'est faux. La France a besoin de fonds rapidement. Ils ont donc commencé à activer une ONG qui est capable de traduire un individu, de citer un individu qui est présent chez lui dans son pays, d'avoir à mal acquis des biens sans qu'ils aient été sur le terrain pour nous dire que ces biens ont vraiment été mal acquis. C'est vrai, nos présidents volent, comme tous les présidents du monde entier. Il n'y a pas un qui ne vole pas. Tous les présidents du monde entier détournent de l'argent. Comme je l'ai dit, par rapport au pouvoir militaire, aux États-Unis, c'est un bonus. Et personne ne va dire le contraire. Mais pour nous, les pays africains, c'est le détournement de fonds. Sinon, eux tous volent. La preuve, notre frère vient d'acheter une maison de 8,1 millions de dollars, alors qu'il n'a pas un salaire pour ça qu'il était président pendant 8 ans. Ça, c'est une parenthèse. C'est pour dire quoi? Que l'Afrique doit faire attention.
on est en train de commencer à geler, sans qu'on s'en rende compte, des biens des Africains qui se trouvent en Europe. Et si on ne réagit pas dès maintenant pour commencer à montrer à la France que nous, on peut régler nos problèmes à domicile, donc ne pas aller devant les tribunaux français pour des biens mal acquis ou qu'ils nous ramènent l'argent qu'ils saisissent, le CFA, dont une partie dans le contrat demande de déposer dans le trésor français une partie des réserves en argent, 50% pour la zone UEMOA, BCAO, et 60%, 65%, 60% pour la zone CEMAC et 65% pour Comores, dans les fonds de la France. La France n'a pas d'argent à nous redonner. Donc même on commence à murmurer une sorte de dévaluation. C'est pour étouffer le mouvement africain qui va se réveiller grâce à cette dévaluation qu'il prépare, qui nous distrait avec ces biens mal acquis, sur des biens mal acquis depuis des décennies, que nous, on sait déjà mal acquis depuis très longtemps. Mais c'est maintenant qu'il veut nous distraire avec ce sujet, pour ne pas qu'on se concentre sur la même mise qu'il veut mettre sur notre argent qui est dans le trésor français de force. Parce qu'aujourd'hui, ils ont vendu les voitures du vice-président équato-guinéen. Et quand on demande, on doit retourner à l'État équato-guinéen, ils disent oui, mais comme c'est les mêmes qui sont au pouvoir, on ne peut pas retourner. Ça signifie quoi? Vous dites l'argent était mal acquis. C'est comme quelqu'un qui a de la drogue, il saisit la drogue d'un pays, qui vient d'un pays, qui dit je vais vendre la drogue pour retourner la drogue au pays qui a envoyé la drogue chez moi, que j'ai saisi. On garde de jouer avec les gens. Frères et sœurs africains, réveillez-vous. C'est le temps de se réveiller. La France est en train de manœuvrer pour saisir nos avoirs que nos présidents déposent dans le trésor français et dans des comptes privés qu'eux-mêmes ils ouvrent pour faire une chute du CFA et donc passer à sa dévaluation. C'est parce que Idriss Déby, c'est vrai qu'il a ses problèmes, mais c'est parce qu'il a fait une intervention hier qui les calme un peu. Ça fait un certain temps que Idriss Déby commence à parler de cette affaire de CFA. Les discours d'Alpha Condé pour coupons le cordon ombilical, c'est les avertissements que nous faisaient. Ces discours ont un peu refroidi leur ardeur de dévaluer le franc CFA. Or, il n'y a aucune raison de dévaluer le franc CFA. En fait, c'est l'euro qui doit être dévalué. Mais comme d'habitude, c'est nous, on doit payer la facture pour l'euro. L'euro est en crise. Ils sont dans la Grèce. La Grèce n'arrive pas à s'en sortir. Il y a la crise partout dans l'euro. La sortie de la Grande-Bretagne a un peu coulé l'euro aussi. Donc, conclusion, il faut dévaluer l'euro. Mais attention, la France dit, moi j'ai des colonies. Je peux trouver de l'argent pour renflouer les caisses de l'euro pour qu'on ne dévalue pas l'euro. Et c'est ce que la France est en train de faire actuellement. La preuve, il y a l'avion du même vice-président gambien et équato-guinéen qui est saisi en Suisse sur ordre de la justice française. Pourtant, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Donc, elle n'a aucun pouvoir, l'Union européenne, même ou la France, même sur les biens mal acquis qu'on a déposés dans le compte en Suisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un paravent qu'on met devant nous pour avoir la même mise sur les biens qu'on ne va pas nous retourner, qui vont servir à alimenter les caisses françaises pour faire face au déficit budgétaire qu'ils ont aujourd'hui. Comme toujours, ils savent qu'on n'a pas de président à la tête de nos États. C'est pour cela qu'ils sont capables de faire tout ça. Ils ont des fonctionnaires coloniaux qui ne peuvent rien dire. Sinon, on sait bien que Idriss Déby, il a des biens en France. Mais comme lui, il commence à un peu bavarder beaucoup sur le CFA, eh bien, on commence à un peu le regarder. Je ne vais pas aller loin, mais je vous informe simplement que il avait la visite de Sarkozy en Côte d'Ivoire, qui est venu pour un casino, c'est son choix, et en même temps, d'autres me disent non, qu'il est venu aussi pour le métro. Je n'ai pas trop voulu parler au début, mais après j'ai eu des textes, j'ai dit, il faut que je m'intéresse à cette venue du président Sarkozy. J'ai commencé à écrire, surtout sur cette histoire de la Côte d'Ivoire et son développement. Ça ne me semble pas trop bien, la voie qu'on emprunte pour le développement. Et je me suis penché sur la même peine des planteurs ivoiriens, des producteurs ivoiriens, et j'ai écrit mes idées que je trouve peuvent être mises à discussion. J'ai toujours proposé que, par exemple, on monte des toutes petites unités qui peuvent produire 1 tonne chaque jour ou chaque 2 jours, mais que l'argent revienne dans la poche des producteurs qui vont produire, transformer et vendre.
J'ai aussi proposé d'autres choses pour les mairies de Côte d'Ivoire, sur les mairies du Nord qui n'ont pas de gros budget, car les marchés des villes du Nord n'engrainent pas beaucoup d'argent comme les marchés du Sud. Donc les recettes municipales pour les terrains, pour les marchés ne rapportent rien de concret aux mairies du Nord. Donc j'ai fait des propositions, j'ai écrit. Ça a commencé donc à me poser des questions sur ma façon de voir le développement de la Côte d'Ivoire. À ma grande surprise, après avoir fini de répondre à 5 ou 6 de petits longs textes quand même, je vais répondre à un, je n'ai plus de poste visible sur le site, sur la page Facebook de la présidence de Côte d'Ivoire. J'avais enregistré la page qui parlait de l'arrivée des photos de Sarkozy avec Alassane Dramane Ouattara, le président actuel. Je peux ouvrir cette page et quand je l'ai ouverte, cette page, je ne trouve aucun de mes textes écrits, ni aucune des questions qui m'ont été posées auxquelles j'ai apporté des réponses. Bon, mes amis m'ont toujours dit, c'est que tu es sur le bon chemin quand même. J'ai dit, bon, si ils ont pris mes textes et puis qu'ils vont travailler dans ce sens, c'est tant mieux. C'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Car nous qui sommes souvent à l'étranger, on a aussi nos responsabilités vis-à-vis de nos parents qui, à cause de l'extrême pauvreté, nous devenons pour eux comme des banques, ce qui est impossible. Donc, il faut trouver des moyens à chaque fois pour que nos parents puissent eux-mêmes s'autosuffire et ne plus avoir à nous demander, parce que mendier n'est pas honorable pour un être humain, même pas pour un pays. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. J'attends vos critiques sur ce que je viens de dire. J'attends aussi vos propositions d'idées pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, car l'Afrique a toujours besoin des personnes qui aiment l'Afrique, de ceux qui aiment leur pays. Il est temps aujourd'hui de trouver un hyper nationaliste pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que ce soit les armes qui s'expriment à la place des idées en Côte d'Ivoire. Les politiques, les opposants politiques ont disparu. Ils ont fait une marche il n'y a pas longtemps. Je n'ai jamais compris le but d'une marche. Alors qu'il serait mieux pour eux de sillonner les hameaux et villages de la Côte d'Ivoire, surtout au nord, pour commencer à expliquer aux gens du nord pourquoi le pays est aussi en grande difficulté. D'autres me disent, mais je gagne beaucoup dans l'anaka. Oui, tu as fait 10 hectares pour gagner 1 million. Avec moi, mes idées, tu vas gagner 10 millions. Et je dis, comment? Il dit, mais voilà, tu vois, ça la différence. Donc, il faut que nos politiciens aillent toujours vers les villageois, vers le monde rural, vers les jeunes qui sont élèves, pour leur montrer ce qu'ils ont dans la tête pour faire pour la Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire. Ils aillent vers les femmes. Ils ne doivent pas rester à Abidjan et tous cantonnés à marcher dans les rues d'Abidjan pour dire on est contre la politique du président. Ça n'a aucun sens pour moi. Moi, si j'étais en Côte d'Ivoire, je ne viens pas passer une marche pareille. Chacun a sa façon de faire la politique. Et moi, je trouve que la meilleure façon de la politique, c'est d'éduquer les populations à faire le meilleur choix au moment du vote. Car l'ignorance est la plus terrible et la plus horrifiante des maladies sur cette terre. Merci.